Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e épisode d'Art et Caméra. Bonjour Morgane. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Un 19e épisode un peu spécial puisqu'il est 100% consacré au Festival de Cannes, celui de 2023 bien sûr, hormis pour la partie VOD. On sort, toi et moi Morgane, d'un tunnel assez costaud. Enfin, je crois qu'on a vu combien de films la semaine passée ? 10 à peu près ? Ouais, si on compte les films du programme, plus des films qu'on a vus dans le cadre de la reprise des films cannois à Paris. Oui, une partie de la sélection officielle dans les cinémas Gaumont-Pathé. Et oui, parce qu'on a la carte Gaumont. En deux mots, du peu qu'on a vu, moi j'ai envie de dire que c'était plutôt pas mal, non, Cannes 2023 ? Ouais, alors ouais, effectivement, les films de la compétition, on a pu en voir 5. D'ailleurs, on n'en parlera pas ici, mais je peux dire que j'ai adoré l'enlèvement de Marco Bellocchio. Moi aussi. May December de Todd Haynes, qui sortira en janvier 2024, contrairement à ce dont on va parler là. Et également la Palme d'Or, que j'ai beaucoup aimé, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Et toi, Julie, tu es satisfaite ? Oui, plutôt. Enfin, moi, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir perdu toute personnalité puisque j'ai absolument tout aimé de ce que j'ai vu de la sélection officielle. Tu es une fraude. Merci. C'est pas ce que j'avais prévu d'entendre en introduction d'un épisode. Non, plus sérieusement, même Club Zero, je sais qu'il est un petit peu mal aimé, Club Zero, donc c'est le film de Jessica Hausner avec... j'ai un trou, comment elle s'appelle, l'actrice ? Mia Wasikowska. Koska ou Loska ? Je ne sais Koska, plus. je crois. Je sais juste que c'est polonais. Ouais, polac. Voilà, mais donc même celui-ci qui parle, on va dire, d'une secte végétarienne au sein d'un lycée, j'ai bien aimé. Là, on est sans l'image, donc vous ne pouvez pas voir Morgane qui lève les yeux au ciel. Je le défendrai en temps et en heure, parce que pour le moment, pour le sujet qui fâche, on comptait parler des Nepo Babies, on l'avait promis, mais ça nous semblait difficile de passer à côté du sujet qui fait parler depuis désormais 4 jours, c'est-à-dire le discours de Justine Triet au moment où on lui a donné la Palme d'Or pour le film Anatomie d'une chute. Donc on va garder les Nepo Babies pour une prochaine fois, on va revenir sur ce discours et c'est parti pour ce qu'on a entendu, tout et son contraire. Oui Morgane ? Oui, juste avant, on avait fait deviner le sujet qui fâche sur Twitter et il y avait des personnes qui avaient répondu très vite. Et je crois donc une en particulier qui mérite quand même sa dédicace. Voilà, je voulais dire quand même, il fallait quand même lui rendre hommage. C'est Nico Pratt, donc bravo. Tu n'as rien gagné, mais tu as quand même nos hommages si tu nous écoutes. Allez, c'est parti pour le sujet qui fâche. Cela n'a dû échapper à personne, mais le débat qui anime les réseaux sociaux et les médias depuis maintenant 72 heures concerne la Palme d'Or, comme tu l'as dit, attribuée à Anatomie d'une chute de Justine Triet, et surtout son discours politisé, puisque finalement on a peu parlé du film, mais plus du discours. On n'a pas du tout parlé du fond du film. Nous-mêmes d'ailleurs, nous ne parlerons pas du fond du film, on le fera au moment de sa sortie, oui. Le 23 août en salle. Voilà, on parlera bien du film qu'on a aimé. Donc la réalisatrice, pour rappel, a rappelé dans un premier temps, dans son discours, la violence de la réforme des retraites et avec cette même violence avec laquelle le gouvernement a réprimé les manifestations et mouvements de contestation pendant quasiment un mois suite à l'adoption de la réforme. Au passage, dans toutes les critiques qui ont été faites, je te coupe Morgane, personne n'est revenu sur ce qu'elle a dit sur la réforme des retraites. Personne. Oui, à part des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle parle de la réforme des retraites dans son discours. Voilà, pour dire que ça n'avait pas sa place à cet endroit. Mais ce qui a surtout allumé les débats, c'est donc les inquiétudes qu'elle a exprimées qui sont d'ailleurs partagées par la profession entière, on le rappelle, on va en parler, face au glissement de la politique culturelle française vis-à-vis du cinéma qui conçoit de plus en plus les films comme des produits soumis à des logiques de profit plutôt que comme des œuvres d'art qu'il faudrait protéger et dont il faudrait surtout mettre en avant l'aspect artistique.
Globalement, la critique qui est faite à Justine Triet, bon, déjà, on va dire, Morgane, elle était quasi inconnue du grand public avant cette Palme d'Or. Enfin, moi, j'ai vu Sibylle, toi aussi. Disons que le film le plus connu de Justine Triet, c'est Victoria, qui a eu un succès en salle. C'est pas énorme, mais sachant qu'elle avait fait 30 000 entrées pour son premier, elle a fait plus de 600 000 entrées pour Victoria, avec Virginie Fira, et ensuite le film avait eu du succès aussi lors de son passage à France 2, je crois. Il y a 6 millions de spectateurs, donc voilà. Voilà, c'est pas mal du tout. Après, je pense que les gens retiennent plus le film pour le film en lui-même et Virginie Fira plutôt que le nom de la Justine Triet. réalisatrice, oui. Mais donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui lui a été reproché quelque part, c'est d'avoir joué à l'enfant gâté, d'avoir craché dans la soupe, dans le sens où c'était comme si Justine Triet s'était plein de dysfonctionnements au sein du cinéma français, alors que, à entendre les critiques qui ont été faites, elle serait bien payée par les impôts, donc par l'argent public, et que tout irait bien pour le meilleur des mondes en France, puisque de toute façon, elle a réussi à obtenir la Palme d'Or. Enfin, il y a plusieurs mensonges dans ce discours-là, qui est assez répandu à droite du spectre politique, mais pas que. On le découvre tous les jours dans des tribunes ici et là, dans plusieurs médias qui couvrent absolument tout le spectre politique de gauche à droite. C'est vrai qu'on a vu ces derniers jours, et même aujourd'hui, des médias faire leur petit édito pour enfoncer. Il y a eu l'Express, il y a eu Le Point, il y a eu Libération, à ma grande surprise. Oui, ils ont publié un avis contre, ouais, c'est vrai. Il y a eu aussi une tribune dans Télérama, mais de Frédéric Strauss, mais qui a plutôt parlé, on va dire, des films de réalisatrice à Cannes, sans parler précisément de celui de Justine Triet. Et on a touché le fond avec l'article de Slate. Alors, très exactement, il me semble que c'est un billet de blog, oui. Mais comme souvent sur ces sites-là, les billets de blog sont publiés en toute confusion pour le grand public, pour qu'on se dise que c'est un article alors que ça n'en est pas un. Donc, ils méritent d'être qualifiés d'article, et j'irai même plus loin, de sale torchon. Donc, le plus évident, je veux dire, le cinéma français, tout va pas si bien que ça. C'est vrai, il faut pas quand même se dire que le fait qu'il y ait eu, il me semble, c'est 4 palmes d'or françaises en 20 ans, si je ne m'abuse. Il y a eu 10 palmes, il y a eu celle de Justine Triet, il y a eu La vie d'Adèle, et il m'en manque un dernier. Du Cournot, en 10 ans. Du Cournot, merci. Pour Grave. Voilà, c'est le fait que le cinéma français soit plutôt récompensé, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire aussi que c'est facile de faire des films, dans le sens où c'est facile de trouver des financements. Ça ne veut pas non plus dire que le cinéma français est rempli de nantis qui nagent dans le champagne et les paillettes, et donc ce sont des privilégiés qui l'ouvrent pour rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même un secteur où il y a des tas de métiers, il y a des tas de gens. Comme dans beaucoup de secteurs, il y en a qui gagnent beaucoup, il y en a qui gagnent pas beaucoup. Justine Triet, a priori, elle fait pas partie des réalisateurs qui gagnent énormément et qui roulent sur l'or. Enfin, je veux dire, la Palme, c'est la récompense d'un travail acharné depuis pas mal d'années. Ouais, et en plus, c'est vrai qu'on a beaucoup de critiques de Justine Triet ont publié l'argent le salaire qu'elle a reçu, en fait, on peut parler de salaire, pour Sibylle notamment, pour dire, regardez, elle a gagné 100 000 euros pour Sibylle. Et entre-temps, elle n'a pas fait de film de 3-4 ans. Voilà, ce qui est beaucoup, évidemment, 100 000 euros, mais après, il faut mettre en perspective avec le secteur, l'argent effectivement, on touche de l'argent pour un film. Après, bon, il y a aussi les droits d'auteur, il y a aussi d'autres petits salaires qu'on touche entre-temps, mais et puis elle a touché aussi un salaire en tant que scénariste, qu'elle a partagé avec son mari Arthur Harry, donc bon, c'est encore mieux, ils sont en couple. Donc. Mais voilà, il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, un réalisateur, ça gagne plus qu'un autre intermittent du spectacle, mais voilà, il y a une hiérarchisation. Et Justine Triet, si on veut la comparer, il faut aussi la comparer avec les autres réalisateurs, c'est ça aussi. Il y a pas longtemps, il y avait eu un article notamment sur les films français de l'année, ceux qui ont marché, les gros succès de Pathé notamment, et les salaires qu'ils ont touchés. Il y avait des scénarios à plusieurs millions d'euros de mémoire. C'est Astérix, oui. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas que le salaire des scénaristes, il y avait aussi le prix de l'adaptation, mais voilà, je crois que c'est plus de 2 millions d'euros pour les scénaristes. Voilà, faut quand même remettre en perspective
ce genre de choses. Disons que ce sont des salaires qui, après, sont à la mesure de ce que ces personnes-là sont susceptibles de rapporter. Mais en vrai, là où j'irai plus loin, indépendamment de ce que Justine Triet a éventuellement touché, c'est qu'elle ne s'est pas plainte pour elle. Oui, c'est ça, elle a parlé d'un secteur, elle n'a pas dit qu'elle n'était pas privilégiée, bien au contraire. Au contraire, elle a même précisé qu'elle avait eu justement bénéficié de l'exception culturelle, donc on va parler juste après, et que voilà, elle en était consciente, c'est juste elle a montré son inquiétude, comme il y a eu d'ailleurs, on en a finalement peu parlé pendant Cannes, mais il y a eu une tribune dans l'IB des créateurs et des réalisateurs, 500 signés par 500 créateurs et réalisateurs, et je crois des scénaristes aussi, pour justement mettre en garde contre l'évolution. La menace. Ouais, en fait, le fait que les auteurs disparaissent et que ça devienne de plus en plus des techniciens qui font des produits formatés, des produits qui sont avant tout des produits en fait plutôt que des films. Et donc voilà, et finalement cette tribune elle est sortie et il n'y a pas forcément eu beaucoup de répercussions à ce moment-là parce que il y avait le Festival de Cannes, il y avait aussi eu des scandales liés à la sélection de certains films pendant Cannes, enfin voilà. Et finalement, le discours de Justine Triet, c'est une suite logique en fait. On a l'impression que les gens découvrent que oui, les réalisateurs ont peur de leur statut, ils ont peur aussi du statut du cinéma français, du fait que oui, ça change, ça évolue lentement forcément. Ils ont surtout peur, Morgane, que ce soit de plus en plus compliqué de faire des films, voire quasiment impossible pour des gens qui démarrent et qui auraient le malheur d'échouer en sortant un premier film. En plus, ça c'est punitif. Tu fais un film, il marche pas, ou un deuxième film, il marche pas, ça devient plus compliqué d'en faire un deuxième ou un troisième, effectivement. Alors que c'est pas parce que le dit film n'a pas marché qu'il n'est pas de qualité. Non, donc c'est ça. Extrêmement frustrant. Et puis, pour en revenir à ce qu'on disait, donc, que soi-disant, ce sont les impôts qui paient le cinéma français gratuitement pour qu'il se fasse sans aucun retour financier, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, concernant ce sujet-là, par exemple, il suffit de cliquer sur Google pour découvrir, entre autres, le principe de l'avance sur recette pour faire des films. Ensuite, on parle d'impôts là où il s'agit de taxes, et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que taxes, ça concerne ensuite ce qui va être redistribué pour faire fonctionner un service public. Donc là, en l'occurrence, le cinéma. Les impôts, ça part dans, on va dire, une enveloppe globale qui après est utilisée pour diverses choses. Mais disons que rien que sur le sujet de l'avance sur recette, ça fait partie des sujets techniques en fait qui considèrent le financement du cinéma. Il n'y a pas que celui-là. Mais voilà, imaginons demain quelqu'un, Morgane, veut faire un film. Alors, il y a plusieurs manières de le financer. On va demander à droite, à gauche, à des tas d'acteurs en fait du secteur. Parmi ces acteurs, il y a des chaînes de télé, il y a le CNC, il y a des financements privés, il y a un peu de tout. Et dans ce financement, il y a la fameuse avance sur recette. Oui, alors l'avance sur recette, ça fait partie des aides sélectives qui sont délivrées par le CNC. Donc le CNC, pour rappel, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui est un établissement public qui a été créé en 1946 par une loi. Et qui est la principale source d'aide au cinéma français de nos jours. Alors, au passage, c'est un établissement qui a été créé, on voit la date 1946, on ne peut que supposer que c'est pour lutter contre les productions américaines et pour renforcer le cinéma français. C'est ça, ça a été créé dans l'optique de justement protéger le cinéma français pour, effectivement, face à la menace des cinémas. Et puis c'est après la Deuxième Guerre, donc voilà, c'est un moment aussi où il fallait mettre en place des choses et ils ont créé le CNC. Et en fait, c'est pas que le cinéma qui est concerné par le CNC, évidemment. Le CNC finance l'audiovisuel en général, c'est-à-dire en dehors du cinéma, les séries, l'animation ou encore les jeux vidéo. Et la VR aussi. Donc VR, réalité virtuelle. Oui, tu fais bien de préciser. Au cas où. Et à savoir que le CNC, si c'est un établissement public qui est placé sous le contrôle du ministère de la Culture, il est cependant doté d'une autonomie financière. Donc ça veut dire, pardon Morgane, que c'est pas un établissement dans lequel on ne fait que injecter de l'argent qui ensuite le distribue. C'est-à-dire c'est un machin qui tourne. C'est ça, il tourne de lui-même. En fait, il gère son budget, ses ressources, ses dépenses, et c'est dans ce cadre autonome qu'il a mis en place donc les fameuses taxes spécifiques dont tu as commencé à parler pour autofinancer en fait son fonds de soutien
et non, donc par le biais d'impôts, comme certains le laissent penser. Bon, après, les taxes et les impôts, on pourra toujours dire que les taxes sont des formes d'impôts, mais la taxe se fait au niveau du billet, en fait. On paye ces 10% des billets. Voilà, en plus, le billet, le prix moyen, les gens, on sait qu'on a Donc, déjà eu ce débat. des billets d'entrée pour les salles de cinéma. Oui, bien sûr, oui, tu fais bien de préciser. Le billet d'entrée moyen, c'est 7,50 €, je crois, un peu, et des poussières. Quelque chose comme ça, oui. Et c'est vrai qu'on a déjà abordé ce débat sur le prix du billet, est-ce qu'il est si cher, etc. Ça, pour moi, j'ai envie de dire, c'est un autre débat, Morgane, parce qu'il y a deux choses là-dedans. Un, est-ce que le cinéma, c'est trop cher? On a donné nos points de vue. Moi, je pense que oui, au global, c'est trop cher. Après, il faut voir ce qui est trop cher. Ce qui coûte surtout cher, c'est d'aller voir des blockbusters américains en 4DX, 3D et tout le tralala. Oui, c'est ça. Et qu'elle est toujours à 10% au final. Bien sûr. Donc, après, les consommateurs qui pensent que ces 10% en moins feraient baisser le prix du billet, ils sont complètement naïfs. Bien évidemment qu'il ne baissera pas. Enfin, je veux dire, si on retire la taxe du prix du billet, ça va partir dans la poche d'agents privés. Ça ne va pas du tout partir dans la poche du consommateur, bien évidemment que non. Oui, bien sûr, c'est un risque qui est complètement plausible. Hein. On a vu à plusieurs reprises sur des... On n'a jamais vu un produit, peu importe le produit, peu importe le secteur, peu importe la catégorie, dont on supprime une taxe prélevée qui, magiquement, est tirée vers la baisse au niveau du prix. On n'a jamais vu ça. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça arrive sur le ticket d'entrée du cinéma. C'est ça. Les films donc, sont financés par ces taxes. Je crois que tu vas revenir un peu sur d'autres taxes, notamment via celles sur les entreprises de l'audiovisuel. Mais voilà, le CNC, donc, il participe au budget des films via des aides. Donc, il y a les aides automatiques et sélectives. Les aides automatiques, elles sont attribuées aux producteurs de films français en fonction des entrées en salle de leurs films. Donc, plus le film a rapporté, moins il touche d'aides. Et évidemment, ces producteurs ne touchent ces aides que s'ils financent un nouveau film. C'est forcément, il y a des conditions. C'est étudié chaque année par des commissions. Voilà. Et les aides sélectives, comme l'avance sur recette, qui est donc la plus connue des aides sélectives, elles sont attribuées après étude du projet dans une commission. Donc l'avance sur recette, c'est avant la réalisation, mais il y a aussi des aides qui arrivent après la réalisation du film. Et le principe de l'avance sur recette est, comme son nom l'indique, de revenir en partie ou dans son intégralité au CNC. Enfin, non, pas totalement dans son intégralité. Il y a une partie, je crois que c'est entre 25 et 80%. On pourra peut-être me contredire, mais voilà, une fois que le film est sorti, on se doit de rembourser au moins une grosse partie. Ce qui est pas mal du tout. Je veux dire, il y a quand même d'autres services publics en France qui fonctionnent bien plus à perte que le CNC. Pour la manière dont... est attribué, ou plutôt sont attribuées les avances sur recette du CNC au film, j'ai envie de renvoyer les auditeurs sur le site du CNC, tout est précisé. On peut que supposer que c'est en fonction, par exemple, de choses comme valorisation de la langue française, préoccupation environnementale, ça c'est censé venir, il me semble. Oui, et à savoir que le CNC, étant donné que c'est un établissement public, c'est transparent. Hein. Il y a vraiment tout. Il y a tout sur le site. Les commissions, les aides qui sont données après chaque commission. Chaque film, il y a un rapport qui fait... chaque année, chaque film. Chaque année, il y a un rapport de 250 pages que Julie avait commencé à éplucher sur l'année précédente. Oui, on est un peu des geeks du CNC. Mais voilà, c'est vraiment transparent. D'ailleurs, pareil, dans la liste des documents vers lesquels je renvoie pour qui s'intéresse à ces sujets un petit peu techniques, le fameux rapport annuel de 250 pages est assez exhaustif et même plutôt instructif sur le sujet du cinéma, et pas que, puisque ça parle aussi audiovisuel, jeux vidéo, comme tu l'as dit, Morgane, etc. Donc, en somme, si je t'ai bien écouté, donc un système complexe qui aboutit à un autofinancement, qui ne prend pas d'argent dans la poche des Français, puisque ce sont des taxes et pas des impôts. C'est assez marrant, au passage, de se dire aussi que tout ça est fait pour que le CNC échappe au pouvoir politique en place. Et bien évidemment que ça ne plaît pas à notre gouvernement actuel, qui est, tout le monde l'aura remarqué, relativement autoritariste. Oui, complètement. En plus, tu en avais dissident. En plus, elle a commencé son discours pour cibler ce qui s'est passé avec la réforme de la retraite. Évidemment, l'État se sent attaqué. Mais bon... C'est pas aussi le principe de l'art de remettre en question
les avis politiques, etc. du gouvernement. Enfin, ça c'est pas surprenant, quoi. Et j'ai même envie de dire plus que jamais en 2023. Là, quand même, enfin, on en revient au CNC. Parfois, ils gagnent énormément d'argent avec les taxes prélevées, à tel point que toi et moi, Morgane, on a lu, c'est dans un article de France Inter de Olivier Berry, qu'en 2013, l'État français a retiré au CNC 150 millions d'euros, tellement le CNC avait gagné de l'argent avec les films au cinéma. Rendez-vous compte, enfin, c'est un service public qui peut être excédent. Oui, et c'était pour redistribuer dans d'autres secteurs, alors je sais plus lesquels, mais pour voilà, rapporter de l'argent à des endroits où il y en avait besoin. Et d'ailleurs, pour dire que l'État reprend, il faut savoir aussi que l'État a donné pour aider le CNC et le cinéma français, évidemment, mais comme à peu près tous les secteurs, pendant la période du Covid. Voilà, c'était une période. C'est pour ça qu'on peut dire que oui, alors le CNC, ils sont autonomes, mais quand même, pendant le Covid, ils ont été aidés. Mais comme tous les secteurs. Voilà. Enfin, je veux dire, ni plus ni moins que quiconque ou qu'une autre structure publique. Mais donc, pour en revenir aux taxes qui financent le CNC, on l'a dit tout à l'heure, il y a une partie prélevée sur le ticket de cinéma. Il y a aussi une partie sur les ventes de DVD, Blu-ray, donc ce qu'on appelle les supports physiques de films. Une partie également sur les films que vous achetez, par exemple, en ligne sur votre télé ou sur Internet, enfin, où vous voulez, donc on va dire la VOD. Mais surtout, la plus grosse taxe qui vient remplir les caisses du CNC, elle vient de la télévision et surtout de la publicité diffusée à la télévision, notamment sur les chaînes de télévision du service public. Et en plus de la télévision, récemment, les plateformes ont des obligations de paiement, notamment Netflix, de participer à la production. Voilà. Et j'ai envie de te dire, Morgane, encore heureux, puisqu'ils se servent, on va dire, de l'apport de clients qu'il y a en France. Bien sûr. Donc, encore heureux qu'on les fasse payer des taxes, je veux dire, puisqu'ils ont le droit en même temps de vendre leurs produits. Bref, on va dire que c'est donc un système vertueux, peut-être pas parfait, il faudrait rentrer dans les détails, mais enfin, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne comme ça, à tel point d'ailleurs qu'il y a d'autres pays qui veulent s'en inspirer. Au hasard, il me semble, Morgane, que la Corée, c'est ce qu'ils réfléchissent à faire. L'Italie aussi, ouais, c'est vraiment... d'ailleurs, je crois le premier pays qui va adopter en plus de la France, ça, ouais, il me semble. C'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et donc oui, c'est un système qui fait envie et qui, pour des cinématographies comme l'Italie qui est en perte totale, en chute, ben voilà, c'est un moyen aussi de redresser pour un pays qui est quand même un grand pays de cinéma. Et c'est marrant parce que si on s'intéresse à ce qui a été dévoilé, notamment sur les financements du film Anatomie d'une chute, 6,2 millions d'euros de budget, il y avait aussi les aides régionales. Alors, pardon, au passage, avant de rentrer sur ce sujet-là, moi, je trouve que 6 millions d'euros pour un film qui gagne la Palme, c'est pas si cher que ça, en fait. Enfin, je sais pas si on se rend compte, un Babylone de Damien Chazelle qui a fait un four, il a coûté plus de 100 millions d'euros. La Palme d'Or, elle a coûté que 6 millions. Oui, tout à fait. Mais 6 millions, après, c'est ce qu'on appelle les films du milieu, c'est-à-dire des films entre... 3 et 5, 6 millions. Oui, c'est pas les petits budgets, c'est pas non plus les gros blockbusters. C'est ce qu'on voit plus souvent, en fait, voilà. Et donc, l'apport des régions, c'est une aide plutôt petite. C'est les collectivités locales qui représentent un film partie, généralement, des financements des films. Ça dépend de la taille des films, après, mais c'est environ une dizaine, une centaine de milliers d'euros. Là, pour le film de Justine Triet, c'est 200 000 euros. De la part de Rhône-Alpes, mais je crois qu'il y en avait aussi... Parce que le film se déroule en partie dans la région grenobloise, oui. Il y a aussi, je crois, 96 000 euros de la région Aquitaine et 70 000 euros d'une autre région. Donc en fait, ça peut choquer évidemment de se rendre compte que la région donne de l'argent. Et donc là, oui, effectivement, les contribuables, etc. Mais à savoir qu'en fait, cet argent, il est automatiquement réinjecté et voire même décuplé. D'ailleurs, ça fait partie d'un autre article que j'ai lu justement sur les 200 000 euros donnés par
la région Rhône-Alpes, Auvergne, je crois. Maintenant, c'est ça. J'ai plus l'habitude. Depuis la fusion avec des régions, les changements des régions. Et moi, à l'école, il y avait plus de régions. C'est là qu'on sait qu'on est vieux, Morgan. mais voilà, sur les 200 000 euros, ils ont réussi à redistribuer 700 000 euros, en fait. Enfin, tu te rends compte que c'est triplé, même plus que triplé. Donc, c'est 200 000 euros qui rapportent 700 000. Voilà, parce qu'en fait, il y a une création... Dans la vue perte. Hein. Voilà, il y a une création d'emplois locaux, il y a des commandes locales pour nourrir, loger, déplacer les équipes. Et puis même, j'ai envie de dire le tourisme. Enfin, je sais pas ce qui nous écoute. J'allais en venir, ouais. Moi, je vais voir un film, je vois qu'un film, il se passe à un endroit, par exemple, tiens, au hasard, Inception qui se passe à un moment sur le pont de Bir Hakeim, mais qu'est-ce que je fais quand je vais à Paris? Donc, je suis à Paris, il se trouve, je vais voir sur le pont de Bir Hakeim parce que c'est pour voir les mêmes plans que dans Inception. Et toi et moi, Morgane, on a aussi déjà visité des pays et des lieux exprès parce qu'il y a des films qui s'y déroulent. Là, c'est pareil, et c'est pour ça que les régions elles mettent de l'argent dans ces films-là aussi. Bah oui, il y a une vitrine énorme, et alors encore plus pour le film qui est la Palme d'Or. Tu te rends compte que la région de Grenoble, bon, on la voit pas forcément, on voit beaucoup plus les montagnes, tu vois, mais voilà, ça fait une vraie vitrine à la fois nationale et internationale, parce que le film il a été acheté par Neon, qui est un distributeur américain. Le film sera certainement nommé aux Oscars pour représenter la France. Voilà, si la ministre de la Culture n'en veut pas à Justine Triet, moi c'est ma théorie du complot actuelle. C'est ça. En tout cas, ce que déplorait Justine Triet en vérité, c'était le glissement de la politique de financement du cinéma, donc qui menace donc la fameuse exception culturelle, ce qu'on vient d'expliciter. Et ce glissement en fait est apparu à partir de l'élection de Dominique Boutonnat à la tête du CNC. Il me semble que c'était en 2018 ou 2019. Et, un proche d'Emmanuel Macron. En plus, oui. Et qui a rédigé en 2019, c'est un peu ça qui a allumé la mèche, on va dire. Alors, il me semble que le rapport qu'il a rédigé, Morgane, il l'a été avant qu'il soit nommé. Et c'est justement ça qui a laissé beaucoup d'acteurs de l'industrie cinéma, donc acteurs pris au sens large, dubitatifs et assez suspicieux par rapport à cette nomination. Et donc ce rapport, c'est un rapport qui s'appelle le rapport sur le financement privé de la production et la distribution cinématographique et audiovisuelle. Et donc oui, comme tu as dit, ça a provoqué un tollé au sein de la profession. Donc pour vraiment aller sur les grandes lignes, le rapport, il préconise la transformation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en valeur purement marchande à visée divertissante et d'exportation à l'étranger. Ça souligne beaucoup l'importance de faire des films pour qu'ils soient vendus à l'étranger sur un modèle un peu à l'américaine, et notamment justement pour viser des marchés comme l'Amérique. Donc c'est une première fragilisation de l'exception culturelle française qui en a été suivie par d'autres. Donc en fait c'est ça, le secteur n'a pas été rassuré par d'autres façons, d'autres moyens. Il y a eu notamment récemment la mise en place de la grande fabrique de l'image qui a été annoncée en grande pompe en 2022, et en fait c'est une enveloppe de 350 millions d'euros d'aide qui seront dévolus, ça a été révélé pendant le festival de Cannes je crois, à 68 projets qui sont en fait pour la plupart des studios de tournage, des studios d'effets spéciaux et d'animation, des studios de jeux vidéo, des organismes de formation. En fait, le but c'est de faire de la France un leader des tournages et des effets spéciaux. Mais en fait, si on se rend compte de ça, c'est facile à comprendre en fait. Ça va surtout servir à qui? Ça va servir aux plateformes qui vont vouloir faire des films. Bah oui, t'as des studios, c'est super. Les films de science-fiction, les films d'effets spéciaux français, il y en a pas des masses. Peut-être que ça va pousser plus de films français à avoir des effets spéciaux, peut-être, mais en tout cas ça va aussi pousser notamment Netflix, les plateformes, ou peut-être même des blockbusters américains à faire des films en France et à utiliser ça. Mais est-ce que ça va bénéficier directement au cinéma français, et notamment aux petits films français fragilisés? Rien n'est moins sûr. C'est ça qui fait flipper. Avec les plateformes, tant qu'à parler toujours de l'exception culturelle française menacée, Morgane, qui, on le sait si vous écoutez Arrêt Caméra depuis maintenant plusieurs épisodes, cherche sans cesse à rogner sur la chronologie des médias. Chronologie des médias qui favorise, encore une fois, le financement du cinéma français dans ses grandes largeurs. C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, on peut se questionner aussi sur les formations. C'est des formations de quoi? Des formations de
Bah, sûrement des effets spéciaux. Enfin, voilà, il va y avoir c'est une valorisation, mais plutôt technique, mais moins forcément artistique. Et je peux comprendre que ça fasse peur, sachant qu'à côté, il n'y a pas trop de choses rassurantes qui sont mises en place pour valoriser le côté artistique du cinéma français. Et dont on voit que il rayonne avec les Palmes d'Or. Il y a eu aussi l'Ours d'Or de Nicolas Philibert. Il y a eu pour celui-là sur la Dame. Oui. Il y a eu le Lion d'Or de Audrey Diwan il y a 2 ans. Enfin voilà, c'est pour pas l'événement. Oui, je cite à chaque fois les titres. T'as raison. Et aussi, voilà, autre événement récent, le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est quand même une immense vitrine internationale à la fois pour cette ville, mais aussi pour les jeunes talents du cinéma français qui viennent présenter leur court-métrage. Et c'est souvent un tremplin pour... on va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Un des films qu'on va chroniquer, le réalisateur Elias Belkedar, qui a fait Omar la fraise, il avait fait un court-métrage qui avait reçu un prix en 2017 ou 2018 à Clermont-Ferrand. Et voilà, maintenant il fait un long-métrage. J'ai envie de dire, oui, souvent, avant de faire des films, on va dire d'1h30, tout le monde commence petit. Donc, qui dit commencer petit, dit commencer avec des films de 5, 10, 20 minutes, donc du court-métrage. Et si les festivals qui mettent en avant ces courts-métrages sont voués à disparaître et avoir leur enveloppe supprimée, comment vont faire les gens qui démarrent, en fait? Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas tout explicité, mais c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a décidé de couper la moitié des subventions, ce qui est énorme. Merci Laurent Wauquiez. Et voilà, le festival de Clermont-Ferrand, c'est aussi un festival qui est vachement relayé à l'international, et il y a même une compétition de films étrangers. C'est un gros truc, quoi. C'est limite l'équivalent du festival de Cannes pour le court-métrage. Enfin bon, le cinéma, voilà, on a compris, il est menacé de toutes parts, même si c'est pas maintenant tout de suite, c'est plutôt ce que c'est sur le long terme, et c'est aussi ce que renvoie des petites actions qui sont mises en place qui fait flipper en fait toute la profession. Et Justine Triet, elle a profité de sa tribune en fait donnée par la Palme d'Or. En vrai, c'est une tribune. Oui, c'est ça. Les gens disent que non, mais tu te rends compte, ça n'a pas sa place, mais bien sûr que si, on a toujours vu ça. Et puis quelqu'un qui reçoit un prix, en fait, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. On rappelle qu'il y a 2 ans, Gia Ducournau, elle avait quand même dit que c'est dommage que le cinéma de français fait pas beaucoup de cinéma de genre. C'était pas aussi politique, mais mine de rien, c'était quand même une visée pour dire que, et voilà, moi j'ai fait de cinéma de genre et maintenant j'ai la Palme d'Or. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour du sujet, Morgane, là-dessus. Mais pour rejoindre ce que tu as dit et juste conclure, effectivement, par rapport à ce qu'a dit Justine Triet, c'est pas une fois que le cinéma français sera dans la panade qu'il faudra s'inquiéter. Ce sera trop tard. Quand on en arrive à un certain stade, c'est toujours très difficile de revenir en arrière. Quand les choses fonctionnent bien et qu'elles sont pas parfaites, il faut les consolider. Il ne faut pas les supprimer, il ne faut pas les chercher à les détruire. Et bien évidemment que le pouvoir qui est en place a tout intérêt, encore une fois, à chercher à démanteler ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de prise sur ce qui se fait à l'heure actuelle dans le cinéma, puisqu'encore une fois, c'est un système qui est vertueux et qui se veut indépendant du pouvoir politique. Donc, il n'y a aucune raison d'aller dans leur sens. Et je le dis d'autant plus que ces derniers mois, on l'a vu, toi et moi, Morgane, sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant de voir des gens de tout spectre politique, que ce soit droite, extrême droite, gauche, voire même extrême gauche, taper sans arrêt sur le cinéma français. Alors oui, il y a des défauts, oui, on en a parlé des tas de fois, mais enfin, c'est encore une fois un système qui marche mieux que d'autres en termes de service public, même s'il n'est pas parfait, qui fait des films qui gagnent des prix, qui sont vus partout à travers le monde. Il y a des remakes, il y a des pays qui nous envient. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on est en train de taper sur un truc qui fonctionne en fait et qui marche et qui est autonome, qui perd pas forcément d'argent. Qui est public. Voilà. En plus. Et en fait, mais c'est juste que les gens ils gueulent parce que ils disent, bon, la plupart c'est des gens de droite, extrême droite qui disent que c'est du cinéma de woke, etc., de gauche, qui financent avec leur argent. Mais voilà, c'est plus idéologique que en fait une critique vis-à-vis du cinéma français en tant que. D'ailleurs, ils vont pas voir ces films. J'irais même plus loin que toi. Je dirais pas que c'est idéologique, Morgane. Je dirais que c'est de la posture. Et quand je dis la posture, je pense concrètement de la posture de gens qui n'ont pas de culture, qui détestent la culture, qui ne veulent pas entendre parler de culture et qui estiment que tout le monde doit être comme eux. Et contre ça, il faut s'insurger. Tout à fait. On pense qu'on peut clore le débat
Tout en précisant qu'on attend toujours les félicitations du président de la République française à la réalisatrice, parce qu'il l'avait fait pour Juliette Ducournau en 2021. Oui. Emmanuel et là, il est Macron, silencieux. balance ton tweet pour féliciter Justine Triet pour sa palme d'or d'Anatomie une chute. On sait que tu nous écoutes, Manu. On va pouvoir passer au film du programme. Pour cette quinzaine donc, Morgane et moi avons prévu de parler des films Jeanne du Barry, de L'amour et les forêts, et aussi de Omar la fraise pour la partie SVOD du film Victime suspecte. On commence donc avec Jeanne du Barry, qui a été diffusé en ouverture du Festival de Cannes. C'est le 6e film, il me semble, de Maïwenn, et au moins le 10e film sur ce personnage haut en couleur de la royauté française. Je croyais qu'il n'y avait pas beaucoup de films sur Jeanne du Barry, en fait j'ai vu qu'il y en avait des tas. Ah ouais, c'est le dernier avant, c'était quelle année? Je sais plus, mais il y en a eu quelques-uns de dénués. Peut-être ça doit faire au moins quand même pas mal d'années le précédent, je veux dire. Mais disons que c'est pas la personnalité historique qui a été le plus oublié du 7e art. Donc, particularité du film, le monarque Louis XV est joué par un anglophone, Johnny Depp, tandis que Maïwenn elle-même incarne la Jeanne du Barry, un rêve qu'apparemment elle couvait depuis longtemps, tant ce personnage la fascine d'après ce qu'elle a déclaré. Quelques mots à propos du film, Morgane. Ouais, alors avant de parler du résumé, d'ailleurs, je tiens juste à préciser que c'est le premier film à obtenir un financement de la part de Netflix dans son obligation justement de produire de participer à la production de films français. Ça veut dire donc que le film Jeanne du Barry sera sur la plateforme à l'étranger. Oui, et aussi il sera sur la plateforme à partir de 15 mois. Enfin, je sais plus, Netflix c'est 15 ou 16 mois. Il faudra qu'on... Je crois que c'est 15 mois. Qu'on révise notre... Aïe, 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 tu connais pas ta chronologie des médias par d'heure. Donc le film raconte la vie de Jeanne, fille du peuple avide de culture et de plaisir, qui met à profit ses charmes et son intelligence pour gravir un par un les échelons de la société. Elle devient la favorite du roi Louis XV, qui ignore sa condition de courtisane, mais retrouve auprès d'elle le goût de la vie. Les deux tombent éperdument amoureux, et contre toutes les convenances, Jeanne s'installe à Versailles et son arrivée scandalise la cour. Alors, on va dire que pour un film basé sur le scandale, Jeanne du Barry, hormis pour son choix d'acteur, moi, j'ai pas eu de vrai choc de type scandaleux. Alors, le film n'est pas scandaleux du tout dans sa forme et dans ce qu'il met en scène. Enfin, certes, ce qui a pu perturber à l'époque de la monarchie absolue, oui, ça nous fait plus grand-chose aujourd'hui, mais c'est là, j'ai envie de dire, que la mise en scène, c'est quelque chose d'important. Enfin, il faut les sentir, les enjeux d'un film, surtout si on a du mal à s'identifier à son propos pour tout un tas de raisons. Ici, donc, l'époque. Sauf que dans Jeanne du Barry, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose. Enfin, à aucun moment, on sent vraiment la gravité de ce qu'on y voit, parce que on dirait que Jeanne n'éprouve pas de difficulté. Comme s'il n'y avait pas de vrais défis ou de vraies montagnes à gravir. Je suis quasi sûre que c'est l'effet inverse même de ce que Maïwenn voulait produire. Elle voulait montrer l'histoire d'une roturière qui débarque en première maîtresse du roi Louis XV et montrer que c'est pas si facile que ça. Mais le problème, c'est que comme elle montre pas beaucoup l'avant Louis XV, on a l'impression que en 5 minutes de film, pouf, elle rencontre un homme, elle rencontre un autre, et hop, elle se retrouve dans le lit du roi comme ça, sans avoir levé le petit doigt. Donc, à cause de ça, Jeanne du Barry, ça manque pas mal de dramaturgie, c'est assez sidérant, quoi. Ouais, mais pourtant, le ton du film est clairement mélodramatique, voire tragique, hein. On le sent, c'est le but du film, c'est quand même de filmer une histoire d'amour passionnelle et déchirante, car empêchée, notamment par l'origine sociale de Jeanne du Barry, une fille de la rue, et Louis XV, le monarque de droit divin. Alors que c'est pas du tout Morgane déchirant, enfin je veux dire, c'est pas comme si c'était une histoire passionnelle avec des chamailleries, des hauts débats. Grosso modo, pendant 2 heures, ils s'aiment de manière à peu près égale, hormis 1 ou 2 fois, quoi. Oui, puis en vrai, le seul problème qu'elle a, c'est s'adapter vis-à-vis des filles, notamment de Louis XV, qui la rejettent. Mais en dehors de ça, oui, elle n'a pas l'air d'avoir une vie monstrueusement pénible. On soupçonne quand même de Maïwenn d'avoir voulu faire de Jeanne du Barry une figure féministe,
c'est une femme libre qui use de son physique et de sa liberté pour gravir les échelons et qui finalement va être détruite à cause de ça parce que c'est pour la noblesse c'est une putain hein, clairement, et elle est mise au banc pour avoir flirté avec le premier homme du royaume. Mais voilà, sauf que comme tu l'as dit, cette dimension tragique, Maïwenn a peine à lui donner de la consistance et de l'ampleur. Et c'est plutôt lorsqu'il se contente en fait d'être une satire des us et coutumes versaillais que Jeanne du Barry fonctionne le mieux. J'ai trouvé aussi, et moi je comprends pas trop pourquoi cette histoire, elle en a pas fait presque un biopic plus classique. Là, de la vie de Jeanne du Barry, en fait, comme on voit que le milieu, comme je disais, on voit pas les difficultés, on la voit pas grimper les échelons, et on voit pas non plus sa déchéance au moment de la Révolution, puisque c'est raconté avec de mémoire un texte sur un fond paysager. On aurait pu faire mieux. Enfin, je veux dire, la Révolution, c'est quand même très frappant comme image sur le plan cinématographique. Après le film, je me suis dit que Maïwenn, elle avait choisi un mauvais personnage, parce que je me disais, oh, dans la vie de Jeanne du Barry, il y a pas beaucoup de remous dans son vécu. Et quand j'ai creusé l'histoire de cette femme qui est devenue noble, j'ai trouvé qu'en fait, si, elle avait vécu des tas de choses, Madame du Barry. Enfin, son destin, il est allé bien plus loin que sa relation avec Louis XV. Elle aurait dû le montrer, Maïwenn, ça aurait donné plus de consistance à son film. Là, tout ce à quoi l'influence de Madame du Barry se réduit dans le film, c'est que elle a inspiré la mode à la cour en mettant des robes rayées. Elle a peut-être fait plus que ça, en fait. Ouais, et puis même ce fait-là, il est évacué avec juste une petite scène rigolote, c'est tout. Le problème principal du film, c'est qu'il il est réalisé sous la mode d'un feuilleton. On passe sur la plupart des événements de sa vie à la vitesse de l'éclair ça se restreint souvent à des petites scénettes. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'ellipses. Voilà. Le dispositif, en fait, il achève complètement la forme feuilletonesque par l'utilisation de la voix off, qui fait la suture en fait entre chaque ellipse, qui nous explique ce qui s'est passé dans le temps de l'ellipse. C'est un truc très classique, souvent utilisé, c'est pour ça que je parle de feuilleton, notamment la télévision française. Mais quand on y pense, Morgane, est-ce qu'il y a plus stupide aujourd'hui, en 2023, qu'une voix off qui raconte ce qu'on voit à l'écran? C'est-à-dire que, par exemple, à l'écran, on voit des arbres et la voix off dit « des arbres, le pré ». Mais c'est ce que je vois à l'écran. Alors, pourquoi tu parles? Là, je parlais juste des ellipses, mais alors oui, c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, en fait, ça devient tellement lourd que en fait, la voix off se met une fois qu'elle est installée dans la cour, surtout, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sautes temporelles, la voix elle commence à un peu nous expliquer ce qu'on voit à l'image, à nous dire que oui, elle vit une vie de tourment, et c'est vrai que devant 2-3 scènes, ils nous ont montré que c'était un peu difficile avec les filles, donc oui, on a compris que c'était un peu difficile, donc c'est un peu le dispositif qui se prend les pieds dans le tapis, quoi. Et on dirait que c'était un peu lourd avec les ellipses, devoir raconter ce qui se passe, alors qu'en vrai, le cinéma a quand même des moyens de nous raconter ce qui se passe dans une ellipse autrement que par la voix off, mais en plus c'est utilisé une douzaine de fois dans le film. C'est très paresseux. Alors après, je me dis que cette utilisation de la voix off, c'est sûrement pour correspondre à toute une tradition du film de costume à la française, tel qu'il s'est fait au cinéma. Alors pas les meilleurs exemples, Morgane, je te l'accorde. En vrai, beaucoup à la télé, c'est pour ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Au cinéma, mais surtout à la télévision. Donc ça parle très certainement à un public qui voit beaucoup de reconstitutions d'époque dans des téléfilms sur France 2, sur France 3, et qui aiment ça et qui se déplacent aussi pour aller voir Jeanne du Barry, puisque apparemment le film fait pas mal d'entrées. Oui, et ça fait très notamment Napoléon avec Christian Clavier, qui en soi n'est pas nul. Alors moi j'avais bien aimé la série Napoléon avec Christian Clavier et Rossellini aussi. Bien sûr, mais il y a beaucoup de voix off, et en fait c'est ça fait penser à ça directement. Du coup, en fait, Jeanne du Barry, oui, c'est un téléfilm de luxe, quoi. C'est ça. Et comme je disais, la voix off, dans ces cas, elle est totalement dispensable. Alors, pour l'aspect, on va dire, un peu conte du film, façon le petit chaperon rouge qui se jette dans la gueule du loup, et le loup, c'est la monarchie française, c'est raté, on le sent pas, même si les usages en vigueur à la cour sont très contraignants. Enfin, cette contrainte, on la voit parce qu'elle est dite par les personnages, mais elle n'est pas ressentie parce que Jeanne du Barry ne subit pas, elle subit vite fait l'opprobre social, mais elle n'est jamais assez forte parce qu'elle est systématiquement proposée
protégé par la personne de Louis XV. Oui, puis juste pour parler de ça, il y a une sorte de confusion en même temps dans le discours du film, où en fait on essaie quand même de nous dire que, et d'ailleurs je crois que même Maïwenn ne s'en rend pas compte, mais ils expliquent que Madame de Maintenon, c'est pas dit, hein, mais on le sait, Madame de Maintenon, qui était la maîtresse de Louis XIV. Non, Louis XV. Non, Madame de Maintenon, pas du Barry. J'ai confondu avec la Pompadour, pardon. Elle est devenue la femme de Louis XIV, on est d'accord? Je suis pas certaine. C'est Madame de Pompadour? Non, alors Pompadour, c'est pour Louis XV, et maintenant, tu as raison, c'est pour Louis XIV. Oui, je crois qu'elle est devenue ma femme de Louis XIV. Et c'était sa maîtresse. Et en fait, ils nous disent que à la fin du film, Louis XV, sur son lit de mort, sait que il va mourir, mais sait que Jeanne du Barry va être conspuée et exilée de Versailles, et sans avoir des promesses de vie, de survie, on va dire, parce qu'elle a pas de... Si, elle a un domaine à Louvciennes, je crois. Oui, mais disons qu'il sait qu'elle est plus ou moins condamnée avec beaucoup de pincettes à se retrouver au fin fond d'un couvent où il fait froid, où le pain est pas bon, etc. C'est ça. Et non, en fait, il fait pas le choix de se marier avec elle. Et en fait, il fait le choix d'être sauvé par la religion. Et en fait, il y a une sorte de dissonance dans est-ce que c'est vraiment beau du coup leur amour? Enfin, c'est un peu bizarre, et on ne sait pas si elle veut critiquer ou pas. Et puis alors, à la fin, le discours de oui, la monarchie absolue, un peu spleen de la monarchie absolue, où Jeanne du Barry a été sacrifiée par ces salauds de révolutionnaires, notamment ce salaud de Zanor. Ouais, Zamor, qui était son page. Son domestique, mais en fait, oui, c'était un noir, donc un domestique sous une forme un peu d'esclavage, quoi. Donc, enfin bon, voilà, moi je trouve qu'il y a une dissonance dans le film qui est un peu désagréable à un moment donné. En fait, il y a effectivement le discours global du film qui nous dit que Madame du Barry était une personne rejetée de tous à cause et surtout de sa condition sociale, mais aussi de ses mœurs. Et en même temps, on voit un film où elle est constamment à la cour, entourée de richesses, dans les décors somptueux du château de Versailles. D'ailleurs, très beau décor, j'ai trouvé. Ah oui, pour alors, le film, pour le coup, c'est ce qui est fait de mieux, les décors. Oui, alors savoir que, peut-être que les gens ne savent pas, le film a été tourné à Versailles pour les scènes d'extérieur, et notamment les scènes dans les lieux mythiques comme la Galerie des Glaces. Mais tout ce qui est décor de chambres, de pièces, etc., ça a été reconstitué. Je sais parce que j'ai un ami qui a bossé dessus en amont. Et voilà, c'est assez fascinant, toutes les portes qui s'ouvrent et tout. C'est vrai que le côté reconstitution est très bien dans le film, ça c'est clair. Oui, on s'y croit avec. Il y a un petit côté quelque part maison de poupée avec c'est ça. L'aspect labyrinthique du château de Versailles, dont on se doute qu'il était utilisé pour des usages privés. Mais j'en reviens à l'intime, pour moi. Par rapport à ça, donc les décors, c'est un des points forts du film, et aussi la manière dont l'intime est montré, notamment avec ces gens qui voient sans être vus, qui se cachent sans qu'on ne les aperçoive aussi, et les usages en cours, y compris dans l'intime face au roi. C'est-à-dire que même quand le roi n'est pas en représentation, si on se trouve tout seul face à lui, par exemple, on ne peut pas partir sans lui tourner le dos. Alors certes, c'est dit plusieurs fois dans le film, mais c'est bien de montrer ça, parce que quand on montre ça, quelque part, on sort d'un cadre cinématographique où tout serait lissé, parce que ce serait pas, on va dire, harmonieux de montrer quelqu'un qui marche en arrière face à un roi. Pareil, il y a une des scènes qui, moi, m'a énormément frappée, c'est celle des ancêtres des gynécologues qui examinent Jeanne du Barry avec leur spéculum en fer. Enfin, bravo si madame ne contracte pas le tétanos avec ça. C'est terrifiant. Ouais, il y a même un côté, même sans le vouloir, il y a un petit côté faux semblant de Cronenberg avec les objets de torture. Mais oui, mais après, le côté je recule, c'est vrai qu'il y a un ressort historique, etc., qui montre les choses telles que c'était, mais c'est aussi comique, faut l'avouer. Oui. Voilà, et ça sert aussi à se moquer de tout ce qui était les us et coutumes versaillais. On reste sur le cinéma français en parlant du film Omar la fraise.
Omar la fraise est le premier long métrage du réalisateur Elias Belkedar, remarqué précédemment, comme je l'ai dit dans la partie sur l'anatomie d'une chute au festival de Clermont-Ferrand, avec son cours Todo se puede, qui a gagné le prix spécial du jury. Puis à la semaine de la critique avec le film Un jour de mariage, qui a reçu le prix Canal+. Et donc il est de retour cette année au Festival de Cannes en séance de minuit, donc hors compétition, avec un premier film ambitieux, encore une fois tourné en Algérie comme son précédent court-métrage, et porté par le duo de stars Benoît Magimel et Reda Kateb, avec un récit à la fois drôle et violent, lorgnant complètement sur le cinéma de Quentin Tarantino. Julie, tu peux nous en dire un peu plus sur le film ? Oui, alors c'est l'histoire de Omar la fraise qui est coincé en Algérie, son pays d'origine, après une condamnation par contumace en France. Pour éviter la prison, Omar la fraise a choisi une autre cage, une cage dorée, où l'ennui et la mélancolie le guettent. En exil, donc, aidé par son meilleur ami Roger, il essaie de reprendre goût à la vie en continuant à faire ce qu'il sait le mieux, tout en restant sous le radar des autorités, les combines de gangsters. Moi, j'étais particulièrement intrigué par le film, notamment après avoir vu la bande-annonce. Je crois que toi aussi, Julie. Oui, il y avait beaucoup de moments entre Reda Kateb et Benoît Magimel qui se voulaient iconiques, je crois qu'on peut le dire. Ouais, la bande-annonce était bien montée. Magimel et Kateb qui jouent les gangsters en Algérie, c'est le genre de proposition qu'on voit peu dans le cinéma français et qu'on a envie de voir. Ouais. Alléchante, ouais. Ouais, c'est ça. Et le film, justement, démarre sur les chapeaux de roue, notamment avec une course-poursuite violente, sanguinaire, même dans les cités d'Alger, et qui se résout d'ailleurs avec humour et malice. C'est très marrant. Les personnages, en fait, il y a un sac de cocaïne, c'est ça, qui passe de main en main, avec à chaque fois une personne qui tue ou en tout cas qui plante. Il y a un petit côté balle aux prisonniers. Ouais, c'est exactement ça. Le montage est bien d'ailleurs. Et en fait, t'as Omar la fraise et Roger qui suivent ça de loin. Ils se disent, oh putain, le sac de cocaïne et tout. Et en fait, ils réussissent à rattraper le mec à leur rythme. On se demande comment ils font parce c'est quasi comme. Enfin, on dirait qu'ils marchent. C'est ça la magie du cinéma. Et voilà, et ils arrivent à la rejoindre. Et en fait, au lieu de le choper dans un coin, le mec passe dans une rue, il y a beaucoup de gens. Et ils disent, ils ont volé mon sac. Ils ont volé mon sac. Et en plus, comme Magimel est blanc, tu te dis vite que, en fait, il se fait taper par des mamans algériennes notamment. Ils disent qu'est-ce que tu fais, rends-lui le sac et tout. Enfin, c'est assez marrant comme résolution à cette séquence. Donc voilà, on découvre en fait pendant toute l'introduction qui est assez longue le duo de protagonistes, donc Omar et Roger, leur quotidien, notamment le spleen qui envahit Omar parce que il déprime complètement d'être à Alger, il préférait être à Paris. Roger, lui, il est pas, il est quitté d'une certaine manière. Il y a un non-lieu en fait. Donc lui, il pourrait rentrer, mais il continue à vivre à Alger parce qu'il considère Omar comme son frère et en même temps, il reste là pour le soutenir en fait. Puis t'as l'impression qu'il kiffe sa vie, quoi. Et en fait, tout ce qui tourne autour de la relation entre ces deux personnages est réussi. Il y a une vraie alchimie entre les deux acteurs et on a l'impression d'ailleurs que Magimel, il touche plus terre depuis les 2 Césars qu'il a obtenus coup sur coup. Il y a 2 ans et l'année dernière notamment, cette année je veux dire, avec Pacifiction. Oui, parce qu'il est très bon quand même dans Omar la fraise, il faut le dire. Ouais, c'est ça. Et apparemment, il porte un peu le film sur ses épaules, notamment parce que son rôle est plus intéressant aussi que celui de Reda Kateb. Je suis d'accord. C'est lui qui a les meilleures répliques, les meilleures séquences, notamment celle où il prend de la drogue, il danse sur le toit de la villa d'Omar, ou lorsqu'il se met à parler arabe mieux qu'Omar d'ailleurs dans les rues d'Alger lorsqu'ils font le marché. Malheureusement en fait le film il a des bonnes intentions, fonctionne bien au début, mais il tombe un peu en déliquescence lorsqu'il décide de faire de Roger justement un personnage secondaire et de le faire disparaître au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui, ça fait partie des choses en fait, certaines qui vont et d'autres qui vont pas dans Omar la fraise. Moi aussi, j'ai adoré, Morgane, le duo Kateb-Magimel. Il y a une vraie alchimie entre les deux, comme tu l'as dit. J'ai aussi beaucoup aimé le groupe d'enfants dont s'entiche Omar et qui lui apporte son secours avec beaucoup de malice et beaucoup d'astuces. Voilà, c'est-à-dire, ce sont quand même des enfants qui sont coincés entre la période qu'ils vivent, c'est-à-dire leur innocence et en même temps l'adversité, la pauvreté, etc. Et ça, c'est une chose que j'ai aimée, c'est que Elias Belkedar, il a refusé de montrer ça sous un angle misérabiliste. Alors bon, la manière dont il le montre pour autant, c'est pas forcément celle que j'aurais privilégiée, mais pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, au moins ça change.
Après, le gros sourcil du film, on va pas tourner autour du pot, c'est que y a pas d'histoire en fait. Non. Il n'y a pas d'histoire à Omar la fraise, enfin, c'est terrible. On mais s'en rend compte d'ailleurs assez vite en fait, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que passer, on va dire, je vais exagérer, mais passer 2-3 scènes comiques du duo Majimel Kateb, on se dit d'accord, c'est sympa, ça fait 20 minutes qu'on rigole, mais il n'y a pas d'histoire. Et là, je trouve vraiment que c'est le gros défaut du film. Parce que, à côté de ça, pourquoi il n'y en a pas, c'est qu'en fait, il y a sorti d'un peu nulle part, mais c'est peut-être un incontournable du genre, j'en sais rien, mais c'est dommage. Il y a une histoire d'amour, en fait, qui est pas très entraînante. Il y a une fin dramatique aussi qui est un peu gratuite, parce que on sent bien, là encore, que on sait pas trop comment Omar la fraise, on doit le finir. Alors bon, on va inventer un peu du drame sorti de nulle part, quoi. Il fallait remettre le film sur les rails parce qu'en fait il y a l'histoire d'amour et Voilà, une fois qui qu'on a dérive épuisé du début, ouais. toutes les séquences pour mettre le personnage de Omar avec un autre personnage qui s'appelle Samia, qui pourrait de moment être intéressante parce qu'en fait c'est une femme forte qui se laisse pas aller par En termes d'écriture, elle est très bien, Oui, Samia, hein, mais c'est pas le problème. leur rapprochement c'est assez cliché, puis après on a compris qu'ils sont ensemble, etc. Ils épuisent des scènes de complicité, mais au bout d'un moment il faut quand même que ça se termine le film, et en fait oui, il y a une fin un peu gratuite dans le film. Et puis par rapport à ça, moi j'ai envie de dire, en fait, ce que le film m'a donné comme impression, c'est qu'il y avait cette idée de duo, de personnages même éventuellement écrits pour ces deux acteurs-là, c'est possible, j'en sais rien, mais c'est ce que ça donne comme impression, et que du coup, autour, c'est comme si il avait fallu broder quelque chose, et en fait, ça tient pas beaucoup non plus, je trouve. Oui, et puis je crois que tu avais été un peu déçu par tout ce qui est scène de violence. Oui, parce que j'ai trouvé ça un petit peu gratuit, c'est-à-dire, je suis pas du tout gênée par la violence au cinéma. Comme tout le monde, je veux dire, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui meurt, pardon, je suis triste. Enfin, je crois que tout le monde de normalement constitué fonctionne comme ça. Mais non, mais là, je veux dire, quand je dis il y a de la violence, il y a du sang, il y a des yeux crevés, il y a des morts. Enfin, je veux dire, c'est assez hardcore, en fait, par moment, et tout ça crée une espèce de dissonance avec le reste, donc on va dire la partie comique, et la partie moins intéressante, encore une fois, qui est cette histoire d'amour, une dissonance qui est pas très heureuse. Ouais, et puis moi, ce qui me gêne vraiment, c'est que ces scènes-là, elles sont pas très bien filmées, en fait. Les scènes de violence, c'est très... C'est très caméra penchée, ouais, shaking, caméra penchée, cut, voilà. Et on dirait des vieux clips, un peu de rap, je sais pas, pardon, je suis désolée, mais... Oui, en fait, Omar la fraise, il est pris du syndrome de beaucoup de premiers films français, celui de ressembler en fait à un court-métrage qu'on aurait étiré abusivement pour en faire un long. Notamment, ça vient beaucoup il y en a beaucoup des réalisateurs qui commencent par le court, mais des réalisateurs qui ont eu du succès avec les courts-métrages et qui commencent à faire un long, des fois, ça a ce côté-là un peu malheureux du court-métrage qui aurait dû rester être un court-métrage, en fait. Et voilà, en fait, le film, il est vraiment morcelé en 3 segments. Il y a 3 films dans Omar la fraise. Le problème, c'est que j'aime bien les films à segments. J'adore Pichapong vers Cool, par exemple. Mais là, en fait, le problème, c'est que tu sens que c'est pas voulu, en fait, qu'il y ait des segments. Voilà, c'est ça. Oui, c'est involontaire. C'est plus un problème d'écriture. Donc, on va dire une forme de raté que de volonté appliquée au film. Voilà, donc on a les journées d'ennui d'Omar et Roger, la romance entre Omar et Samia, et le segment final, donc qui sert de conclusion factice, comme on avait dit, gratuite au récit. Mais en fait, tous les segments ne se valent pas. Le premier tient debout, et ensuite la romance entre Omar et Samia, ça passe par des scènes de... je vais en citer quelques-unes, mais c'est clairement une impasse stylistique qui lorne vers la comédie romantique, mais vraiment la plus basique. Notamment la scène où ils vont se jeter de la farine dans... Oui, avec les ralentis et tout. Et de la musique. Et, ça, c'était pas fou, effectivement. Ouais. Ou alors une scène de course qui aurait pu être sympa, une course de chameau, mais en vrai, c'est filmé... En fait, le problème, c'est que le film... ça fait un peu folklore, mais c'est tout, quoi. Non, surtout que le mec a vu les films de Romain Gavras, surtout les clips de Romain Gavras qui sont très bons. Le fameux clip de Bad Girl de Mia avec les mecs. J'ai pensé à la même chose, mais je pense que la référence, elle est effectivement évidente. Ouais, c'est ça, mais c'est moins bien, en fait. Donc, du coup... Oui. Ah bah oui, c'est moins bien, c'est sûr. Ouais, il y
en fait, il y a un manque de style. Alors que bon, Gavras, je trouve que ses films sont mauvais, mais ses clips, ils sont bien. Enfin, voilà, je sens que le mec, il est fait pour faire des clips, mais pas pour faire des films. C'est ce qui s'appelle mettre de l'eau dans son vin. Et voilà, il y a beaucoup trop de séquences au ralenti, sous fond de musique tendance, et même arabisante, ce qui est normal, hein, c'est un film algérien, enfin franco-algérien, pour montrer l'amour naissant ou la vie faste des truands. Et on voit vite les limites du film qui tournent en rond, et ça vapore en fait de manière assez anecdotique, même si voilà, Belkédar il essaie de bander les muscles vers la fin avec une scène dont tu as parlé, d'affrontement sanglante mais qui fait hors sujet. C'est un peu trop bancal en somme, même si tous les personnages sont assez attachants dans le film, hein, les principaux comme les secondaires. Enfin, il n'y a aucun personnage que j'ai trouvé mauvais, enfin vraiment tous très sympathiques. Dans l'ensemble, comme tu as dit, Morgane, donc la partie comique, elle est mieux. Après, voilà, il y a carrément des moments qui se veulent iconiques. Enfin, il y a des moments comiques qui sont vraiment très, très drôles, du genre qu'on répète, dont on répète, pardon, les répliques à l'envi, quoi. Il y a un côté un peu film culte. Oui. Qui va naître, je pense, c'est sûr, notamment même. la scène de la boîte de nuit où il dit tu vas le baiser. Enfin voilà, ça c'est. J'espère que ce podcast hilarant, ne quoi. sera pas censuré par les plateformes de streaming musical. Mais paradoxalement, enfin, Omar la Fraise, ça manque quand même un peu de folie. Enfin, on voit pas mal d'habitants d'Alger, des personnages secondaires ou en couleur, comme je disais, qui sont très bien, qui ont un sens de la répartie assez prononcé. Enfin, les dialogues, moi, je les ai trouvés très bien écrits. Et de tout ça, ça se dégage une forme de débrouille qui est plutôt remarquable. Parce que le film, il parle beaucoup quand même quelque part du manque d'argent qu'il y a au global, manque qui concerne à peine le duo Omar-Roger. Oui, c'est vrai que leur capacité financière, on la questionne pas trop dans le film. On sait juste qu'il faut qu'il trouve un boulot parce qu'il se fait chier, en fait. Voilà, c'est plus ça. Oui, et que potentiellement, ils peuvent être un peu à court, mais ça devient pas plus inquiétant que ça. Et donc, en face, il y a tous ces autres personnages, y compris les personnages secondaires qu'on voit, qui se débrouillent les uns les autres avec leurs combines. Tout le monde se salit les mains. C'est même impossible d'y échapper ou d'en faire un problème moral. Après, voilà, le cadre pour la ville, c'est 3 plans d'Alger avec une caméra un peu brouillonne. Bon, je trouve qu'on n'est pas trop dans l'utilisation, on va dire, assez intéressante d'un cadre urbain, en fait. En fait, moi, je retiens quand même la cité Les Climats de France, qui est filmée pendant une partie du film, qui a été conçue par Fernand Pouillon, donc un architecte en 57. Et dans laquelle, en fait, Belkédar, il traîne un peu sa caméra. En fait, c'est quand il filme les jeunes, les jeunes délinquants, enfin le groupe de jeunes gangsters, là. Lui qui d'ailleurs aurait pu mériter en fait un film à lui tout seul. Tant il semble fait pour le cinéma, entre sa cour monumentale, elle est immense la cour en fait, et les labyrinthes ensuite des intérieurs. C'est assez fascinant. En fait, le film il transpire au moins l'amour du cinéaste pour la ville d'Alger, la langue arabe. Et rien que pour ça, il apporte un peu de fraîcheur dans le cinéma français, qu'on a souvent tendance, et d'ailleurs à tort, hein, bon, on vient de le voir, mais il y a d'autres films, à réduire dans son côté bobo et parisien. Mais en fait, c'est dommage que tout ça, ça reste au niveau des promesses. Enfin voilà, on a terminé avec notre tour d'horizon des sorties ciné. On termine notre tour des sorties ciné avec encore un film français, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. L'amour et les forêts est l'adaptation à l'écran d'un roman d'Éric Reinhardt, publié il y a quasiment 10 ans et qui avait remporté le prix France Culture Télérama. Sorti hors compétition à Cannes Première et en même temps au cinéma donc, c'est d'ailleurs pour ça Morgane qu'on a pu le voir, le film a été coécrit au scénario par Valérie Donzelli qui l'a réalisé et Audrey Diwan, la réalisatrice qui a gagné il y a 2 ans à la Mostra de Venise le Lion d'Or avec son film L'événement. Enfin, dernière précision, c'est, il me semble, une adaptation libre du roman. Il n'y a qu'une scène intacte qui est conservée. La fin, qu'on ne va pas dire ici dans cette critique, a été entièrement réécrite. Morgane, le résumé. Une très belle introduction. Tu m'apprends des choses, Julie. Donc le résumé, quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense se rencontrer celui qu'elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage, Blanche s'éloigne de sa famille et de sa sœur jumelle et s'ouvre à une nouvelle vie.
Mais de fil en aiguille, elle se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. Bon, bah, j'ai détesté le film. Ok, c'est dit. Bah voilà, j'annonce la couleur. Hein. Je veux dire, les acteurs dans L'amour et les forêts sont bons, l'histoire, elle est crédible. Dans une certaine mesure, hein, on y reviendra. Mais son plus grand défaut, pour moi, c'est justement son scénario. Tout est programmatique, c'est réglé comme du papier millimétré, ce qui donne parfois quelques absurdités auxquelles on ne croit pas du tout, ou plutôt auxquelles, personnellement, je ne crois pas du tout. Et j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Blanche qui est joué par Virginie Efira. Je sais qu'elle est une victime et qu'elle est sous l'emprise de Grégoire, incarné par Melville Poupeau, mais le film manque d'air. À aucun moment, le scénario, en fait, ne lui donne de vrais moments d'échappatoire, sauf pour se retrouver dans les bras d'un homme. C'est inconscient, je crois, dans la fabrication du film. Précise. Oui, d'un homme. Quand je disais, pardon, d'un homme, je voulais dire d'un autre homme. Pas Grégoire, un autre homme. Oui. Mais donc, non, j'allais dire, c'est inconscient, je crois, dans la fabrication de L'amour et les forêts, mais par rapport à ça, par rapport au fait de se retrouver dans les bras d'un autre homme, ce qui m'a frappé dans le film, c'est cette impression que presque tous les personnages féminins sont d'abord définis et comme modelés par des hommes. Donc Blanche, elle existe surtout dans les yeux de son mari Grégoire. Sa mère, l'une de ses seules répliques concerne le manque, l'absence qu'elle éprouve par rapport à son mari qui est décédé. Sa sœur jumelle Rose, elle parle que d'hommes, du fait de ne pas aimer, d'aimer. Bon, elle tourne autour, sa vie tourne autour des hommes aussi. Sa collègue à Blanche, Delphine, elle aussi, elle parle de son mari. Enfin, je veux dire, on n'en sort pas, en fait. Ce sont des femmes qui ont l'air de... Dépendantes. Ça va même plus loin que de la dépendance. C'est dans le regard, parce que c'est quand même une question de regard. De toute façon, le cinéma est une question de regard. Et là, le regard qu'on nous renvoie, ce ne sont quasiment que des femmes qui se voient à travers les yeux des hommes. Et je trouve ça terrible pour l'autonomie de l'être humain. Voilà, pardon de le dire comme ça. La seule chose qui échappe à ça, c'est Virginie Ledoyen, donc qui joue Candice, mais je veux dire, c'est un rôle qu'on voit pendant 10 minutes, quoi. Est-ce que ce serait pas ça le male gaze ? Non, je pense que ça s'appelle l'hétérosexualité. Ok, comme ça. Enfin, joli concept. Moi, je vais revenir sur... Enfin, je te rejoins en tout cas sur l'aspect programmatique du scénario du film. Donc, on dirait que Donzelli et Audrey Diwan, en fait, elles ont écrit un tract contre les violences conjugales. Morgane, je te coupe vite fait par rapport à ça. Je sais que pour certains auditeurs, ça peut être violent d'entendre... On écrit un tract sur les violences conjugales, mais moi, de mon côté, j'estime que c'est pas parce qu'un film traite d'un sujet lourd et dit important qu'il ne faut pas le décortiquer ou qu'il ne faut surtout pas le critiquer négativement s'il est pas bon, quoi. Ça justifie pas tout, en fait, voilà, c'est ça. En fait, je vais m'expliquer, hein, je vais analyser, je vais dire plus de choses que ça. Le film, il est blindé, en fait, de bonnes intentions, mais on finit par avoir beaucoup de mal à croire, en fait, à cette histoire. Je veux dire que tout est fait pour réduire Blanche à son état de victime. Elle n'a quasiment, voire pas du tout, aucune existence en dehors de cet état dans le film. Il y a certes sa brève aventure adultère avec le personnage interprété par Bertrand Belin. Et même dans son aventure, elle pense constamment à ce qu'elle vit et en dehors de cette aventure, et elle est terrifiée. Alors on va te rétorquer, je le sais, c'est parce que c'est une victime. Mais je le dis comme je le pense, et on n'est pas tous victimes de la même façon. Bon, pas qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises victimes, attention. Mais, et je crois surtout qu'on n'est jamais victime à 100% du réveil au coucher. C'est-à-dire, il y a des moments d'air, des appels d'air, on va dire, des choses qui se passent. Et voilà, la vie, elle est plus complexe que ça, en fait. Ouais, mais complètement. Et justement, ce moment de liberté qui serait un moment de liberté pour elle, il est modelé par le besoin d'être un homme qui, plus que par un désir en fait concret de liberté. Le sommet du ridicule, pour moi, de l'écriture, il est atteint lorsque Blanche, après avoir été, je vais un peu spoiler, violentée, séquestrée et violée par son mari, décide de revenir une dernière fois se confronter à lui, seule à leur domicile, alors que leurs enfants ont déjà trouvé refuge en fait chez leur grand-mère en Normandie via un subterfuge de Blanche, hein, c'était bien fait de sa part.
en prenant parti en demandant de l'aide à sa sœur jumelle. Donc on se doute bien en fait que ce choix est absurde. Se confronter à son bourreau dans un environnement où elle est vulnérable, surtout après ce qu'elle a vécu, et sans aide potentielle, juste parce que le scénario veut justifier une scène, donc on va en venir à la scène, alors qu'ils auraient pu avoir cette même confrontation. Pour moi, c'est comment dire, dans le cours normal des choses, c'est comme ça que ça serait passé. Au lieu de revenir seule se confronter à son bourreau, elle aurait pu se confronter à lui via, en étant entourée de ses avocats dans le cadre du divorce. Et en fait, pourquoi il y a cette séquence ? C'est en fait pour, comment dire, terminer en fait la peinture monstrueuse de l'homme. C'est pour littéralement créer du drame. Voilà, et en faire complètement un monstre en fait. Grégoire, c'est en fait que cette scène découle sur une tentative de meurtre de Blanche par étranglement. Voilà en fait, et vu de manière frontale, etc. Là on est dans le concret, c'est violent et voilà. En fait tout ce cheminement pour ça. Tu as dit quelque chose de très pertinent avant tout cet argumentaire-là, Morgane. Tu as dit qu'au moment où elle va avec un autre homme, elle va plus vers un autre homme qu'elle va vers sa propre liberté. Et là, pour moi, on touche encore une fois vraiment le problème de ce film. C'est que ce film confond liberté d'un individu, et en particulier dans ce cas-là, liberté d'une femme, et son rapport aux hommes. C'est quelque chose de totalement différent qui se mélange et se confond dans ce film. Et ça, je le trouve vraiment gênant. Enfin, moi, ça m'a énormément mis mal à l'aise. C'est-à-dire que ce qui est affreux, c'est que dans cet élan, ce geste de liberté qui est écrit pour le personnage de Blanche, là, encore une fois, on est dans un système en vase clos par rapport aux hommes. Et c'est pas ça la liberté. En fait, la liberté, c'est pour une femme, c'est de chercher à s'émanciper, et on s'émancipe pas avec un autre homme. Enfin, je suis pas d'accord avec ça, parce que encore une fois, c'est un peu délicat ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que je le dis avec beaucoup de maladresse, mais je trouve ça compliqué de montrer au cinéma que quelque part, si je caricature, la solution pour une victime des hommes, c'est de vivre des moments positifs avec un autre homme. Non, c'est pas ça la solution. En fait, il faut quand même commencer à penser des solutions pour les victimes qui soient en dehors de tout système régi par des hommes. Donc on ne peut pas les enfermer là-dedans, parce que c'est une impasse en fait en termes de liberté. Je veux dire, la liberté, elle concerne soi, elle concerne pas l'autre. Et se reconstituer soi, c'est pas se reconstituer, encore une fois, par rapport aux autres et par rapport au regard des autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'échec principal de ce film-là. Ouais, c'était bien mené, on a compris ton argumentaire. Mais j'espère qu'il sera compris par le genre de personnes par les gens qui nous écoutent. Oui, juste pour revenir sur la séquence avec l'adultère, le problème de cette séquence, c'est qu'elle est définie plus comme un adultère que comme en fait un moment de liberté aussi. On sent que elle transgresse quelque chose, les lois de son mari, l'emprise de son mari, mais alors en fait on n'a pas l'impression qu'elle jouit de ça. En fait, on a l'impression qu'elle est toujours définie dans l'adultère, et pas dans je vais être libre à un moment. Et la séquence, que ce soit Morgane, un adultère, on s'en fiche. Oui, c'est ça. Et le problème de cette séquence aussi, c'est qu'effectivement il y a ils se rencontrent, il fait faire un tour du lieu, ils s'embrassent, cut, ils sont dans le lit, ils se rhabillent. Mais il y a pas en fait on n'a pas l'impression que ce moment est au final retranscrit comme une vraie liberté. Et je vais même aller plus loin, pardon Morgane, et je te dire précisément quel est le problème de cette séquence. C'est que le problème de cette séquence nous montre qu'un homme peut être gentil. C'est pas le problème du patriarcat. Toute cette séquence, Bertrand Belin, il est adorable. On s'en fout. Enfin, je veux dire, moi je m'en fous, cette personne, elle est en train de souffrir, il faut qu'elle s'échappe de ce qu'elle vit. Et qu'un homme soit montré aussi gentil en compensation, et pour qu'elle se rende compte que l'autre est méchant, non, l'autre est méchant en soi. Il n'est pas méchant par rapport à d'autres qui seraient gentils. On s'en fout complètement, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'énervant là-dedans. Quand je vois ce genre de film, moi, j'ai l'impression de voir balayer d'un coup de pied des tas de discours, de tentatives d'émancipation de la femme,
en dehors, encore une fois, du système des hommes, je vais pas y revenir, mais enfin voilà, on a bien compris ce que je voulais dire, mais et je trouve que cette séquence-là participe de ce problème au final. Le problème de l'amour et les forêts, en somme, c'est de faire à la fois les questions et les réponses. Il y a tout qui s'imbrique parfaitement pour laisser aucun espace. Il y a la sensation d'étouffement donc qu'on voit aussi au sens littéral du terme, mais qui est provoquée par le statut de victime de Blanche. C'est normal, c'est le sujet. Mais par rapport à ce que tu disais, Morgane, dans la manière dont le drame se déroule, il y a un côté presque un peu gratuit. Et je le dis là avec beaucoup de pincettes. Il y a un côté, Blanche a été écrite comme personnage pour souffrir. Tout ce qui se déroule dans L'amour et les forêts, ça donne l'impression d'être fait exprès. Enfin, moi, je crois pas beaucoup, je le dis en tant que femme, parce que je pense que pour un homme, c'est plus compliqué à dire, mais j'ai beaucoup de mal à croire à une femme qui est dans la trentaine bien tassée, qui fait un métier qui a nécessité des études poussées, donc un bac+5, elle est prof de français, qui est donc indépendante financière, parce qu'elle a un CDI, quoi, c'est-à-dire donc elle n'est pas censée être précaire. Leur premier rapport sexuel, il n'y a pas de protection sexuelle, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Donc elle tombe enceinte par accident. Elle veut pas le garder, mais on a face à elle une femme qui lui dit « Oh, quand même, vous devriez en discuter avec votre compagnon. » Enfin, déjà, comment on peut laisser ça? Si elle veut pas le garder, elle veut pas le garder. C'est pas le problème de son compagnon, c'est son problème à elle. Déjà, à partir de là, on se doute que le film, il déconne, pour le dire vulgairement. Donc, elle le garde, puis elle se retrouve avec un autre. Puis, en fait, elle découvre que son mari a fait exprès de la couper de sa famille en la faisant déménager à l'autre bout de la France. Elle reste quand même, malgré le fait qu'elle soit encore une fois indépendante, totalement indépendante et indépendante financièrement, elle accepte. En plus de ça, encore une fois, on parle de quelqu'un, donc, dans la trentaine tassée, qui est censé avoir un peu de vécu et ne pas être naïf. Elle accepte le compte bancaire commun avec son mari. Pourquoi? Enfin, je veux dire, tout est fait... Par convention. Oui, par convention, et sûrement qu'elle a pris le nom de famille de son mari aussi. Enfin bref, tout est fait pour mettre le personnage dans une situation critique dont il est extrêmement compliqué de se sortir, malgré tout ce qui est censé l'aider, puisque tout est sabordé à chaque fois. Donc, moi, j'ai du mal à croire à tout ça. Je pense que n'importe quelle femme, au moment de son entrée dans la vie adulte, elle apprend très vite de son entourage, dans la presse, à la télé, peu importe, à travers les films ou que sais-je, qu'elle doit se protéger quelque part des hommes, de l'oppression masculine, on va dire, du patriarcat. Il y a des alertes claires qui indiquent que la suite, elle peut être pire encore. Puis il me semble que le film se passe plus ou moins dans notre période, en fait, ou alors du moins dans les 10 dernières années. Et il n'y a pas la justification du historique, genre oui, ça se passe il y a 70 ans, il n'y a pas autant de choses qui sont menées pour ça en fait. Bien sûr, et encore une fois, les conflits entre hommes et femmes n'ont jamais été tus. C'est surtout qu'ils n'ont pas forcément été entendus, mais ça s'est toujours su ce qui se passait au sein d'un couple, au sein de l'intimité conjugale, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est quand même, on parle d'un personnage féminin qui a bien 30 ans, qui a vécu parmi d'autres femmes, donc qui est censée avoir parlé à plusieurs reprises de ces sujets-là, et elle vit des choses, et je veux dire, elle s'éloigne de sa famille, et à aucun moment on voit sa mère débarquer, à aucun moment on voit sa sœur débarquer, sauf quand elle les appelle. C'est très bizarre tout ça, je veux dire, il y a rien qui va, et on se pose vraiment des questions, parce que, encore une fois, c'est un film, L'amour et les forêts, qui a l'air d'avoir été écrit pour faire le drame. Oui, il y a plein de problèmes dans le projet féministe en fait du film de Valérie Donzelli, parce que c'est un film féministe qui finit par s'enfermer en fait dans sa description d'un calvaire surécrit avec des personnages qui sont plus de l'ordre du modèle ou de la fonction. Oui, il y a le pourri, le pervers narcissique d'un côté et la victime de l'autre. C'est ça. Et pourtant la réalisatrice s'efforce à rendre le film le plus séduisant formellement. La photo est jolie, il y a une vraie bascule entre les premiers temps de l'amour entre Blanche et Grégoire avec une image solaire, pleine de grains, en fait presque romérienne, puis elle devient plus contrastée et obscure une fois que le couple déménage et lorsque l'étau se resserre sur Blanche. Il y a beaucoup de jeux de couleurs d'ailleurs que j'ai trouvé intéressants, qui sont censés, je pense, retranscrire les émotions des personnages qui sont par exemple éclairés, on va dire tout en rouge dans les scènes érotiques,
tout en vert pour montrer la haine, la colère. On dit bien vert de rage. Bon, certains trouveraient ça peut-être un peu littéral. Moi, j'aime bien. C'est un choix esthétique assumé, pourquoi pas. C'est une fantaisie qu'on retrouve souvent dans le cinéma de Donzelli, comme la scène chantée aussi qu'on retrouve au début du film. Qui fait un peu cheveux sur la soupe ici quand même. Oui, je comprends. Après, bon, c'est une tentative un peu foireuse, mais bon, voilà, c'est un truc qu'on retrouve en tout cas souvent chez elle. Et voilà, en fait, si on analyse la forme du film, ça fait ressortir en fait les grosses limites du film. Parce qu'en fait, c'est plutôt dans la révélation par touche de la monstruosité de Grégoire au début, qui grignote petit à petit Blanche, que le film en fait convale plus. C'est dans la contamination de cette imagerie en fait un peu solaire que le film est plus intéressant. Mais en fait, tout ça, c'est jusqu'à la révélation en fait du secret dont tu m'as parlé, le fameux poteau rose, en fait, la raison pour laquelle ils ont déménagé. Ensuite, après, le film, il est plus que dans le descriptif en fait de l'enfer quotidien de Blanche, mais voilà, en fait ça devient comme une sorte de mauvais film d'horreur en fait. On est à une succession de scènes qui vont humilier de plus en plus et enfermer Blanche et moi, personnellement, mais je pense que c'est la même chose pour toi, on est un peu lâché à ce moment-là, quoi. Complètement, mais j'allais te demander, Morgane, toi, Melville Poupeau dans le rôle de Grégoire, t'en as pensé quoi? Alors oui, étonnamment, en fait, je trouve que le film tient malgré tout, malgré ses défauts, malgré son côté programmatique, tract, grâce à Melville Poupeau, en fait, qui échappe un peu à la réalisatrice et à la scénariste, parce que beaucoup de gens ont dit qu'il en faisait des caisses, effectivement, il en fait des caisses, mais du coup, il surjoue le mari monstrueux, mais du coup, en fait, il amène le film vers des territoires où, en fait, parfois complètement surprenant, où il est effectivement ignoble, horrible. Alors, il est quasiment... Enfin, moi, j'ai du mal à croire complètement à ce personnage, mais du coup, oui, c'est effectivement, tu parlais du grand méchant loup, c'est le grand méchant loup, c'est ça. Et moi, je l'ai bien aimé dans le film. Oui, avec des répliques aussi très cassantes, très... assez appuyées et forcées, mais finalement, quelque chose de monstrueux. C'est pas le moins convaincant du film, j'en dire bien au contraire. Non, c'est clair. Malheureusement, on va rester sur le sujet des violences faites aux femmes pour la partie VOD de Arrêt Caméra, preuve que ce sont quand même des sujets dont on parle pas mal au cinéma, dans les documentaires et ailleurs, en traitant le cas du film sur Netflix, Victime suspecte. Réalisé par Nancy Schwartzman, Victime suspecte revient sur le travail de la journaliste Ray DeLeon, qui a passé plus de 4 ans à enquêter sur le cas des victimes de viols devenues suspectes. Alors Morgane, pour cette partie-là, on va juste dire Ray DeLeon, et puis on s'embête pas. Hein. Si tu veux, moi j'aime bien donner le nom en anglais, mais si tu veux. La réalisatrice s'était d'ailleurs fait connaître en 2018 avec un documentaire sur un sujet similaire, World Red Roll, centré sur l'affaire de viol collectif d'une lycéenne de Steubenville, dans l'Ohio, par des membres de l'équipe de football américain. Comme pour Victime suspecte, elle filmait déjà l'enquête en parallèle menée par une journaliste locale. Julie, peux-tu nous en dire plus sur Victime suspecte ? Oui, ça va être rapide. Donc c'est la journaliste Ray DeLeon qui s'est rendue compte que dans plusieurs cas de dépôt de plainte pour viol aux États-Unis, non seulement les femmes victimes n'ont pas été entendues, mais elles ont ensuite été accusées d'avoir fait des faux témoignages et condamnées en ce sens. En appelant les victimes, elle s'est rendue compte d'une chose, toutes lui ont dit qu'elles avaient été condamnées, oui, mais qu'elles n'avaient pas menti sur ce qu'elles avaient subi. Ray DeLeon a cherché à répondre à cette question, comment on en était arrivé là, avec pour seul objectif la vérité. Je ne veux pas passer par 4 chemins. L'intérêt principal de Victime suspecte réside dans son sujet. Un sujet encore trop peu discuté. C'est même la première fois qu'il y a un documentaire, Morgane, sur ce sujet-là. Oui, bien sûr. En tout cas, audiovisuellement ou cinématographiquement, oui. Et justement, le film est plus intéressant au niveau de son sujet, plutôt que par sa forme qui diffère au final très rarement des docu-reportages qui pullulent sur Netflix. Le film mêle quand même différents régimes d'images. On a tout d'abord, pour vous expliquer le dispositif, le film qui suit la journaliste, la réalisatrice qui suit la journaliste Ray DeLeon dans son enquête. Ces tentatives, d'ailleurs souvent infructueuses, on s'en rend compte, il y a beaucoup d'obstacles pour parvenir à s'entretenir avec la police. Ah, c'est pas facile le métier journaliste. Non, c'est clair.
Et voilà, c'est certainement la partie la plus singulière du documentaire, notamment quand on la voit en conférence de rédaction, c'est la journaliste filmée dans son métier. La journaliste à l'œuvre, qui galère, qui voit des obstacles qu'elle raconte dans sa tentative de mettre la lumière sur un fait. Et c'est aussi un des sujets du documentaire, justement. C'est qu'est-ce que c'est que lutter pour raconter la vérité. Ce n'est pas particulièrement passionnant, hein, même plutôt plat, je veux dire formellement, mais ça a le mérite d'être original. Ensuite, on retrouve les entretiens filmés par la réalisatrice, donc c'est souvent interview en face caméra, comme on peut voir pour beaucoup de documentaires du genre. Il y a quelques reconstitutions, mais aussi, ça c'est... je disais, formellement le plus intéressant c'était la chose d'avant, mais après ce qui est quand même le plus percutant, c'est les images d'archives, notamment c'est beaucoup utilisé aux États-Unis en fait, que ce soit les procès, mais aussi les interrogatoires sont filmés en fait. Du coup, on peut récupérer des images. Et voilà, en fait, c'est vraiment percutant. Et ce qu'on voit en fait à l'œuvre, c'est clairement la perversité du système judiciaire, à l'œuvre face aux victimes de viol. Moi, je croyais que Victime Suspecte, en fait, ce serait un documentaire explicatif avec, disons, des statistiques, des faits, on va dire quelque chose de plus passif, un truc un peu sociologique, je ne sais pas comment le dire autrement, mais en fait, je ne m'attendais pas à un film qui serait d'abord et avant tout sur le journalisme d'investigation, parce que c'est quand même... c'est un film qui parle des victimes de viol qui se retrouvent en prison parce que elles sont accusées d'avoir menti aux États-Unis, mais le film s'attache plus à montrer comment ce sujet-là est, on va dire, écrit pour être mis sur la place publique par quelqu'un qui fait du journalisme d'investigation, donc en l'occurrence Rae de Léon, qu'il s'attache à regarder qu'est-ce qui se passe exactement. Comment dire, c'est en fait l'angle d'attaque sur le sujet des victimes de viol accusées. L'angle choisi, c'est via le journalisme d'investigation. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qu'on avait vu dans le film Toutes les leçons versées, où tu avais une partie sur comment en fait il faut agir pour mettre en l'activisme en fait, pour mettre en lumière ce qui s'est passé via alors je ne sais plus, c'était le Valium, c'est ça? Je sais plus si c'était ça. Non, c'était pas le Valium, c'était une autre drogue médicamenteuse. Enfin, en tout cas, c'était l'oxycodone. Oui, je crois que c'est voilà. C'est ça, c'est l'oxycodone. Donc voilà, il y avait ce côté... alors c'était juste une toute petite partie du film, il y avait d'autres éléments, on en a parlé dans un épisode précédent, mais voilà, il y avait ce côté, en fait, l'activisme à l'œuvre qu'on retrouve cette fois via le journalisme, et voilà, le but c'est de mettre en lumière quelque chose, et ça c'est assez... Là, ça va d'autant plus loin que pour Rae de Léon, effectivement, c'est son travail. Mais oui, c'est un travail qui ne peut pas être effectué, j'ai envie de dire, sans une part d'activisme, parce que c'est pas facile d'être journaliste d'investigation. Il faut chercher des semaines, des mois, et après, parfois, on peut même sortir une histoire, on a toutes les preuves, on a de quoi raconter ce qui se passe, en mettant la lumière sur des enjeux, ceux qu'on a choisi de traiter. Et puis, le grand public s'en fiche. Donc, c'est quelque chose de parfois frustrant, le journalisme d'investigation, de parfois même d'ingrat. Morgane, tu te rappelles peut-être, on a vu le film Les Hommes du Président qui parlait de ça, de Alan J. Pakula avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Là, c'est la partie, on va dire, du journalisme d'investigation qui est bien plus sexy parce que, il s'attaque au président des États-Unis, c'est le Watergate... Enfin, voilà, quoi. Et encore sexy, mais on voit quand même que c'est quand même difficile, quoi. Bien sûr, mais tout l'enjeu de ce film-là, c'est qu'à la fin, quand bien même c'est difficile, ils vont avoir la reconnaissance de leur père, voire la reconnaissance même du public à une échelle mondiale à cause du sujet. Bon, après, l'avantage, c'est que le film est adapté d'un bouquin qui est sorti par les journalistes qui ont enquêté sur l'affaire, qui avait justement donné lieu au scandale du Watergate, etc. Voilà, le film est après coup, alors que là, le film, il montre l'enquête en cours. On est encore dans l'encours, mais on va être cash et je dis pas ça pour t'y critiquer. Une journaliste, son sujet, c'est de s'intéresser aux victimes de viols qui ont été condamnées injustement. On va être honnête, en vrai, ça n'intéresse pas grand monde.
Ah, c'est sûr que c'est C'est effectivement, horrible, comme tu disais, moins sexy mais que le voilà. président. Mais ça n'intéresse pas grand monde. Là, donc, dans Victime suspecte, il y a une approche qui est vraiment propre au documentaire. Euh, Après, c'est une intuition qui pousse Raed de Leon. Donc, elle y va. Au début, d'ailleurs, elle le dit très bien, hein. Elle y va, dans son équipe, dans son journal, qui est un journal, encore une fois, 100% investigation. Je ne sais plus le nom exactement, hein. Ah, moi non plus. Mais ils font que de l'investigation. Au début, il n'y a pas grand monde qui est prêt à la suivre. Puis, elle reçoit, on va dire, l'assentiment de sa chef. Puis, elle découvre de plus en plus de choses. Et il y a une masse de travail pas possible à abattre. Donc, elle est plus seule. Elle est aidée par plusieurs collègues. Euh, donc voilà, elle a cette liberté de travailler des mois sur le sujet parce qu'encore une fois, c'est pour un journal qui est 100% dans l'investigation. C'est un privilège qui est aussi désormais de plus en plus rare dans le monde du journalisme. Mais c'est vrai que comme tu disais, elle a une intuition et en fait c'est marrant parce que du coup l'intuition se révèle bonne en fait en mettant en commun plusieurs affaires et en fait elle met le doigt sur en fait un système en fait judiciaire qui est en fait de mentir aux victimes, de dire qu'on a des éléments, notamment des vidéos de caméra surveillance qui prouvent que ce qu'elle dit est pas vrai, parce que le but c'est en fait de pouvoir classer des affaires. C'est ça. Alors ça se fait en deux temps. Le premier temps, c'est au niveau de la police que la répression se fait, avec effectivement le mensonge, une enquête bâclée, la justice, les procès sont tout aussi bâclés, et derrière, la victime se retrouve éventuellement derrière les barreaux. Au mieux, elle a juste une mention dans son casier judiciaire, une amende comme quoi elle a fait une fausse déclaration. Voilà, c'est ça, c'est choquant en fait. Et bon, voilà, en dehors donc, de cette particularité, donc la journaliste au travail, l'enquête qui se crée en même temps devant nous, Victime suspecte, je trouve, peine quand même à transcender le format du docu-reportage. Disons qu'en fait, si le sujet n'était pas aussi passionnant et choquant, on s'ennuierait un peu plus quand même devant le film. Je crois que Netflix, c'est quand même la bonne place pour ce genre d'œuvre qui tient plus du journalisme en fait que du cinéma. En espérant évidemment que les gens prennent le temps de regarder le film parce qu'on connaît le fléau de Netflix et que le film pourrait se retrouver aux oubliettes à cause de l'algorithme. Oui, malgré encore une fois son sujet fort. C'est aussi un documentaire qui décide de terminer sur une note un peu positive. Bon, vu que c'est pas une fiction, je pense que je peux le spoiler. Le souhait d'une partie des policiers aux États-Unis d'être formés pour mieux accompagner, écouter les victimes. Et certaines, d'ailleurs, des victimes accusées injustement parviennent à revenir devant la justice. Mais c'est très dur, hein. C'est ça aussi que le documentaire montre, c'est que c'est bien plus dur de revenir devant la justice pour prouver que la justice a eu tort que de se retrouver à ses dépens condamné pour faux témoignages. Enfin, on se dit quel pays, quoi. Bah, parce qu'en fait, le vrai problème aux États-Unis, mais enfin, même en France en vrai, c'est quand on fait des aveux, en fait, ça joue beaucoup en notre défaveur. Et en plus, du coup, quand tu repasses devant la justice, tu portes plainte, entre guillemets, contre la police et l'État, enfin voilà. Et voilà, ça c'est vraiment difficile. Et il y avait un autre documentaire, alors j'ai plus le nom, mais il faudrait que je retrouve une série de documentaires sur en fait des gens qui ont fait des aveux sous la contrainte. Et c'était passionnant. Et là, en fait, ça se situe un peu dans la même chose parce que du coup, elles font des aveux sous la contrainte. La forme, après, Morgane, je te rejoins, elle est pas extraordinaire. Mais il y a quand même une idée que j'ai trouvée très forte, qui échappe à beaucoup de gens, et elle est parfaitement illustrée dans Victime suspecte. C'est que l'autorité policière n'est pas forcément digne de confiance. C'est terrible, c'est-à-dire que le documentaire montre bien, c'est inscrit dans la loi aux États-Unis, qu'un policier aux États-Unis peut mentir aux personnes qui viennent devant lui porter plainte pour essayer de détecter la vérité. J'ai trouvé ça parfaitement affreux. C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui sont ébranlées psychologiquement parce qu'elles sont victimes de viol, et le policier peut leur mentir s'il estime qu'il est dans son bon droit pour essayer de trouver la vérité. Enfin, j'ai rarement vu quelque chose de plus odieux. Et ce que le documentaire montre, c'est que les personnes qui se sont fait avoir, parce qu'il faut le dire, elles se font avoir, elles viennent déposer plainte, elles se retrouvent en taule, donc elles se font avoir. Ah, mais... Ces personnes-là et leur entourage, en fait, n'ont absolument pas connaissance de ce fait-là, c'est-à-dire que l'autorité n'est pas 100% digne de confiance.
Donc, quand on y regarde de près, concrètement, il y a beaucoup de ces femmes victimes, elles se font avoir parce que dans ce mensonge-là, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, oui, on a des vidéos, des preuves contre vous, mais en fait, ces preuves, elles n'existent pas. Et on ne leur montre pas. Voilà. Et surtout, voilà, c'est ça, c'est elles ne sont pas montrées. Et en fait, la victime va croire, du coup, la police, elle va être déstabilisée. Et en fait, par un réflexe qu'on nous apprend, hein, même nous en France, quand on est jeune, on te dit de faire quand même confiance à la police, parce que c'est la justice, etc. Et ben par réflexe, du coup, elles vont être déstabilisées, elles vont croire en fait la parole du policier. Et comme, encore une fois, elles sont fragiles sur le plan psychologique, quelqu'un qui, en face à cette autorité-là, on va dire, cette assurance et cet ascendant sur elles, va en fait pouvoir modifier leurs souvenirs. C'est-à-dire, il va leur dire... Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il peut en savoir? Il dit qu'il a des preuves. Il n'a pas de preuves, donc il n'en sait rien. Mais la personne en face, elle se dit, il sait forcément mieux que moi, vu qu'il est policier. Et c'est tout ce schéma-là qui est assez affreux et qui, je trouve, est, encore une fois, l'aspect sur lequel le documentaire insiste le mieux. C'est pas que un documentaire, quelque part, qui dénonce. C'est que c'est aussi, j'ai envie de dire, un documentaire qui fait... office quelque part de mode d'emploi sur comment ça se passe. Parce que s'il y a bien une chose qui doit aussi être changée dans nos sociétés contemporaines, c'est la façon dont on traite ces femmes. Alors certes, là, ça se passe aux États-Unis, mais en Europe, certes, les personnes comme ça ne sont pas condamnées, mais par, on va dire, accident malheureux, et encore c'est un euphémisme, mais enfin, c'est pas pour autant que les violeurs sont condamnés... derrière. En France, par exemple, j'ai regardé les chiffres, de 2012 à 2019, on parle pas moins de 94 000 viols et tentatives de viol par an. 94 000. Je ne sais pas si on se rend compte. Sur les 94 000, combien de dépôts de plainte? Combien derrière de condamnations? Combien de procès? Quasiment rien. À l'époque, il y avait Marlène Schiappa qui avait parlé de 1% de condamnation. Le chiffre a été discuté, oui, non. Peu importe qu'on le prenne à la baisse ou à la hausse, c'est pas énorme, c'est très peu. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire, c'est très bien qu'un documentaire comme Victime suspecte existe, parce qu'il prouve bien que, encore une fois, non seulement on ne traite pas le problème des viols au sérieux, mais en plus, les personnes qui portent plainte sont littéralement en danger parce qu'elles peuvent se retrouver derrière les barreaux. Bref, sur cette note absolument pas positive, Morgane, on en a terminé pour ce 19e épisode d'Arrêt Caméra. Oui, on a fini, ça y est. On va vous annoncer qu'on ne reviendra pas forcément dans 2 semaines, mais... Non, pas dans 2 semaines, parce que de mon côté, je ne sais pas si c'est pareil du tien, mais en fait, à part fin juin, la sortie du prochain Wes Anderson, Asteroid City, qu'on chroniquera sûrement dans le 20e épisode, il n'y a pas beaucoup de sorties au cinéma qui m'intéressent et j'ai pas du tout envie de me forcer à les chroniquer. Non, bien sûr, et puis on a aussi un événement qu'on prépare qui nous prend du temps. On se marie voilà, le 24 juin. Ouais, voilà. Et donc du coup, entre ça et effectivement l'actualité qui n'est pas forcément au cinéma la plus excitante, on a décidé de faire l'impasse sur la sortie d'ici 2 semaines. On communiquera sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore choisi quand on fera notre 20e épisode. C'est déjà un 20e épisode, c'est quand même quelque chose. Mais effectivement, on peut d'ores et déjà dire qu'il y aura le Wes Anderson, Asteroid City qui était en compétition à Cannes. Il sera sûrement fait cet épisode, Morgane, avant le 1er juillet, je pense. Oui, c'est ça, en fin du mois en fait. Et logiquement, on devrait... parler peut-être, on va pas s'avancer, mais on peut donner des pistes. Il y a le Pixar, Elementary. Oui, c'est vrai. Et Indiana Jones 5, qui sort à la fin du mois, de James Mangold. Il y a d'autres choses, quoi, mais il y aura de quoi faire à ce moment-là. En tout cas, voilà, d'ici là, on espère qu'on va pas trop vous manquer. Quand même. Oui, un peu, j'espère. Non, et s'il y a d'autres films que vous voulez éventuellement qu'on chronique, allez-y. Oui. Par contre, j'annonce la couleur. Le film d'animation sur Spider-Man, c'est non, j'en ai pas du tout envie, quoi. Oui, et puis oui, moi non plus. On n'a pas envie, on est blasé. On a déjà parlé de films Marvel, on veut essayer aussi de mettre en avant d'autres cinémas. Et pour un blockbuster, pourquoi pas, évidemment, Indiana Jones 5, tu vois, voilà, quitte à faire quelque chose qui change, quoi. Et bien voilà, on espère que ça vous a plu et à moi. Bonne écoute. Bonne écoute.